à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir une start-up à impact. On est dans le domaine du logement, ça s'appelle Stirrup. On en parle dans un instant. On sera ensuite avec l'auteur du livre Le luxe contre-attaque, Yves Anania, qui viendra nous faire une petite revue de la transformation que ce secteur a enclenchée. Et puis deux sujets vraiment d'actualité pour finir cette émission aujourd'hui, puisque nous serons avec le cofondateur de 1000 vues qui vient tout juste d'être sélectionné dans le programme Health 20 de la French Tech, et on terminera avec l'analyse de Pascale Azria, la cofondatrice de l'agence Kingcom, qui viendra nous expliquer un petit peu ce que prévoit le projet de loi qui arrive mardi prochain à l'Assemblée pour réguler le domaine de l'influence. On a eu les conclusions de Bruno Le Maire ce matin sur ce sujet. Analyse et détails à suivre. C'est Bismart l'émission, c'est parti. Et pour commencer cette émission, je vous propose de découvrir une start-up à impact. On est dans le domaine du logement puisque je reçois sur ce plateau Delphine Barthes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice et CEO de Stirrup. Alors, qu'est-ce que c'est que Stirrup et à quelle problématique est-ce que vous avez envie de répondre avec cette entreprise? Alors déjà, Stirrup, c'est pour tremplin en anglais, pour l'étrier, mettre le pied à l'étrier. Et la problématique, c'est celle du sans-abrisme, puisqu'en fait, en France, quand on est sans-abri, qu'on veut se réinsérer, quand on passe sa journée à chercher ce qu'on va manger, où on dort, c'est très difficile de faire des démarches pour faire un logement. Et donc, le job de Stirrup, c'est d'offrir des nouveaux départs à des personnes qui sont sans abri. D'accord. Et en fait, pour ça, on utilise les logements qui sont inoccupés. Mais comment vous faites ça, cet accès aux logements vacants? Parce qu'effectivement, tout le monde entend parler des logements vacants, mais en fait, on ne sait pas les réutiliser aujourd'hui. Alors nous, on va s'adresser, on a des bons arguments pour convaincre les propriétaires de logements vacants. D'accord. Déjà, on va s'adresser à des logements vacants qui sont utilisables, qui sont décents pour que les personnes puissent habiter dedans de manière temporaire sur des durées de 6 mois. Et ensuite, les arguments, c'est très simple, c'est qu'on propose notamment aux acteurs de l'immobilier, comme des promoteurs, de sécuriser les bâtiments, les logements vacants, par l'habitation de personnes à l'intérieur. Donc déjà, ça permet d'éviter le squat, ça permet d'éviter plus tard peut-être des retards de chantier sur un gros chantier immobilier, sur une grosse zone de réhabilitation, de construction. Et ensuite, l'argument important aussi, c'est que les promoteurs ou les propriétaires vont offrir le loyer à des associations d'insertion. Nous, notre job, ça va être de mettre en relation ces acteurs de l'immobilier, ces propriétaires, avec les associations d'insertion qui aident les personnes sans abri. Et comme ils vont offrir le loyer aux associations, c'est un don à une association d'intérêt général qu'ils vont pouvoir défiscaliser. Et donc, non seulement ils vont... vraiment, la sécurisation, c'est un argument important pour eux, mais en plus, comme ils vont faire de l'impact, ils vont avoir un impact social, ils vont pouvoir défiscaliser le don du loyer à l'association. Et c'est aussi pour ça qu'ils travaillent avec nous, c'est parce qu'on leur permet de faire des économies importantes et de créer de la valeur. Donc en fait, vous agissez un peu comme un tiers de confiance entre ces deux mondes, les propriétaires d'un côté et les associations de réinsertion de l'autre? Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que les propriétaires passent par nous, parce qu'on est vraiment le tiers de confiance. On nous compare parfois avec Airbnb. Donc du côté des propriétaires, on va pouvoir sécuriser tout le parcours, vérifier la fiabilité des entreprises. Comme ça, voilà, il y a un interlocuteur entre les deux qui permet la fluidité justement de la signature du contrat, etc. Et côté association, évidemment, on apporte un flux, un volume de logements, de solutions pour mettre à l'abri des gens, et on leur permet finalement de maximiser l'impact parce qu'on peut pouvoir leur proposer vraiment des logements pas que sur leur zone, mais même plus loin, etc. Et sur ces associations, comment vous les recrutez dans votre périmètre? Merci pour la question, parce que c'est vraiment, on vient de passer cette phase de structuration-là pour Stirrup, puisque au départ, pour Stirrup, c'était plus simple d'aller chercher les logements que les associations. Ah ouais? Voilà, tout à fait, parce qu'on avait les bons leviers finalement business pour convaincre les propriétaires. D'accord. Et les associations, il a fallu aussi qu'on fasse de la pédagogie, qu'on crée des partenariats. Donc là, on a mis en place des partenariats. On a réussi à valider le fait de pouvoir aller chercher du volume côté association pour pouvoir se développer sur toute la France, puisqu'on est lillois. Là, on commence à travailler sur la région parisienne, on va commencer à travailler sur Lyon, sur Bordeaux. Et on va les chercher. Déjà, on les identifie. Les associations avec lesquelles on peut nouer des partenariats, ce sont des associations qui aident les personnes qui ont besoin d'un logement, qui sont sans domicile et qui sont dans un parcours de réinsertion, en fait. Donc, ils vont pouvoir vraiment les suivre et les aider
aussi à obtenir un logement pérenne au bout des 6 mois, c'est ça. Au bout des 6 mois. Ça peut être des associations qui aident les réfugiés, des femmes victimes de violences, des jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, ça fonctionne très bien. Et là, on a vraiment un chantier prioritaire sur l'année 2023 sur les personnes qui sont en insertion professionnelle, les travailleurs précaires. On a été beaucoup sollicités par des associations sur ce sujet parce qu'on a des gens qui trouvent une formation diplômante avec un emploi derrière, voire trouvent un emploi, mais qui n'ont pas encore les moyens ou pas le profil idéal pour devenir locataire parce qu'il faut au moins 3 mois de salaire, etc. Et pendant ce temps-là, elles sont en précarité, voire elles dorment dans leur voiture, elles squattent. Pour les employeurs, pour les entreprises, c'est un risque aussi parce que ça veut dire qu'un salarié qui vient de recruter, qu'ils ont eu du mal à recruter peut-être, il va peut-être pas pouvoir durer dans l'emploi. Et donc nous, le fait de proposer un logement tremplin gratuit pendant 6 mois, ça permet aux personnes de vraiment s'insérer et d'avoir un nouveau départ. Est-ce que vous travaillez avec éventuellement des plateformes? Vous parliez tout à l'heure, vous dites on nous compare souvent à Airbnb et je me dis mais c'est vrai que les gens qui mettent leurs biens en location sur Airbnb par exemple peuvent avoir aussi des plages libres dans lesquels les logements sont inoccupés. Est-ce que vous travaillez aussi avec les plateformes? Alors, pas encore. Depuis l'année dernière, on discute avec Airbnb justement sur un partenariat ou en tout cas apporter une solution aux propriétaires Airbnb qui, sur des durées longues, auraient des disponibilités et notamment sur ce qu'on appelle les zones où il y a des lots Airbnb. Ce qu'on propose, c'est justement quand les propriétaires ne peuvent plus louer, de prêter solidaire, donc de prêter gratuitement, de rendre service et en échange de défiscaliser la première période de revenus locatifs Airbnb, par exemple. Et nous, c'est super parce que là, ça s'oriente vraiment sur les publics en insertion, puisqu'en fait, une personne qui est en insertion, qui a déjà peut-être son contrat de travail, elle n'a même pas besoin de 6 mois en fait, de tremplin. 3 mois suffisent et ça change la vie d'une personne, quoi. Donc clairement, c'est un objectif aussi de travailler avec ces plateformes. Combien est-ce que vous avez pu accompagner de personnes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a aidé environ 150 personnes. Depuis que j'ai commencé. Donc la société elle a été créée en juillet 2020. D'accord. Voilà. Là, on recommence en fait la prospection pour les logements. On avait stoppé puisque dans les phases de structuration, comme je vous l'ai dit, on s'est aperçu qu'on avait plus de facilité à sourcer les logements que les associations. Et on a eu la problématique, alors c'est génial, problématique d'appel entrant de promoteurs. Ah oui. Sur des zones où on n'était pas encore implanté, où on n'avait pas le réseau partenarial au niveau association. Et on a mis du temps, ça ne s'est pas fait en 2 jours de trouver des associations, on a mis plus de 2 semaines et ce n'est pas possible. Des logements disponibles, des associations qui ont besoin de ces logements. Voilà, il a fallu qu'on fasse le job de structurer ce modèle partenarial. Ça y est, on l'a fait. Et donc maintenant, on reprend la prospection. Et voilà. Et donc là, sur l'année, on devrait avoir plus de 250 logements prêtés pour des personnes en précarité. Et on considère que dans un logement, on met 2 à 3 personnes, puisque ce n'est pas que des petits logements, parfois c'est des familles. Donc on devrait aider d'ici 18 mois plus de 1500 personnes. On va vraiment faire un gap normalement dans les 18 prochains mois. Et du coup, vous avez bien parlé d'entreprise, vous n'êtes pas une association. Exactement. Alors quel est le business model derrière? Alors, le business model, il est super simple et on y tient. On est vraiment une start-up business au service de l'impact. Pourquoi? Parce qu'il faut une rentabilité pour que l'impact soit pérenne, tout simplement. Et puis moi, je viens du monde du business, donc c'est un modèle que je connais mieux. Le business model, il est très, très simple. Aujourd'hui, on fait gagner de l'argent à des propriétaires, à des promoteurs immobiliers. On leur fait économiser, notamment, ils ont une réduction fiscale, mais il y a aussi la prestation de sécurisation des logements qui évite des millions d'euros de pénalités de retard de gros chantiers. Donc c'est eux qui gagnent de l'argent, donc c'est eux qu'on va facturer. D'accord. Donc on va leur facturer comme un SaaS, comme une plateforme SaaS, des frais mensuels récurrents. Donc on leur facture entre 200, 300 à 350 euros par mois par logement prêté, et ou à l'année. Et ça leur permet d'être encore largement gagnants puisqu'ils ont la réduction fiscale qui va avec. Et alors, vous disiez que vous étiez en train de conquérir un petit peu la France. Vous avez parlé de Lyon, de Bordeaux, de la région parisienne. Mais j'ai lu aussi que vous aviez des ambitions à l'international et pourquoi pas aux États-Unis. Ouais. Alors, racontez-moi ça. Tout à fait. J'ai toujours su qu'aux États-Unis, il y avait des besoins et des opportunités de logements vacants. J'ai eu la chance de faire une formation à Stanford en fin d'année dernière. Effectivement, il y a un potentiel énorme parce qu'en plus, c'est aussi le pays de la seconde chance. Donc, on sait que sur ce point de vue-là, ça va marcher. Et il y a un marché il y a beaucoup de logements vacants et il y a aussi beaucoup de personnes philanthropes et qui défiscalisent notamment avec des gros investissements immobiliers. Voilà. Et donc, il faudra qu'on fasse l'étude de marché là-bas. On va commencer à vouloir s'implanter là-bas, pas avant 2025. Aujourd'hui, vraiment, notre priorité, c'est de préparer
On n'est pas encore au passage à l'échelle, même si on se déploie sur d'autres villes. On est vraiment à valider ce qu'on appelle le product market fit. On a trouvé notre modèle économique, on a des clients, mais voilà, on est encore petit. Et là, voilà, la phase de structuration, c'est une première levée de fonds actuellement pour pouvoir prouver justement qu'on a bien notre product market fit. Et ensuite, on pourra se préparer pour passer à l'échelle. Il y a des étapes avant d'aller aux États-Unis. Merci beaucoup Delphine Bart. Je rappelle que vous êtes donc la fondatrice et CEO de SteerUp. On poursuit cette émission en parlant du secteur du luxe. C'est vrai que c'est un secteur qui est en pleine mutation. On a l'impression que c'est un peu un grand fleuve tranquille. Et puis en fait, quand on soulève un peu le capot, il se passe plein de choses. Et pour en parler, j'ai invité Yves Anania. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur du cabinet de conseil Lighthouse, spécialisé en stratégie et développement de marque. Vous avez publié plusieurs ouvrages, dont le plus récent est celui-ci, Le luxe contre-attaque. C'est aux éditions Dunod. Alors c'est vrai que Yves, moi je me disais, ce secteur-là, on a l'impression qu'il ne connaît pas du tout la crise. Les résultats des géants français l'année dernière, hausse significative, 14% de hausse pour Kering, 17% pour LVMH, 38% pour Hermès. Est-ce que ce constat est valable pour l'ensemble du secteur à travers le monde? Parce que nous, on focalise évidemment sur nos champions nationaux. Oui. Ou est-ce qu'il y a des disparités? Alors, il y a déjà merci Aurélie de m'accueillir pour parler de ce sujet qui évidemment me passionne et passionne probablement certains de vos auditeurs. Alors, en fait, c'est plus subtil que ça. D'abord, le secteur du luxe a connu une grande crise très forte. Et même des groupes comme LVMH ont eu un moment de solitude. Au moment de la crise Covid. Pendant la crise Covid, c'est-à-dire 90% de leurs magasins ont été fermés. À ce moment-là, vous avez plusieurs façons de réagir. Et ça va répondre à votre question. C'est que d'une part, ou bien vous vous recroquevillez, et vous ne faites rien, ou bien, et c'est un peu le titre du livre, vous contre-attaquez. Alors, donc si vous regardez le rebond, et certains ont parlé de résilience, pour moi c'est pas une résilience, c'est même pas une résistance, c'est une contre-attaque, voire une attaque. Pour la première fois, les groupes ont été confrontés à une situation unique. Même la Première et la Seconde Guerre mondiale n'avaient pas fermé les boutiques. Donc vous aviez trois types de... Même en France, hein, avant de regarder à travers le monde, si vous regardez la réaction des maisons, on les appelle maisons, ou des groupes, vous aviez trois réactions. Et trois typologies d'acteurs. Ceux qui étaient équipés et qui ont effectivement profité presque d'une nouvelle situation et de nouvelles données pour... avec beaucoup d'agilité et de créativité et d'innovation, prendre le dessus d'une situation improbable, ceux qui n'étaient pas équipés. Et là, c'était pas évident. Et là, peut-être qu'on parlait de résistance, puisque je sais que vous voulez aborder la transformation digitale, la seconde main, etc. Et je pense que c'est des sujets très intéressants. Et puis ceux qui vont malheureusement disparaître pendant les crises, qui tendent les situations et qui mettent en fait... à dure épreuve, les personnes qui n'ont peut-être pas anticipé un certain nombre de tendances. Mais justement, allons-y sur cette transformation digitale, parce que c'est quand même quelque chose, enfin moi qui suis l'actualité économique depuis longtemps, c'est quand même quelque chose qu'on a beaucoup entendu en disant le luxe n'est pas fait pour le digital. Et effectivement, je pense qu'ils étaient peut-être en retard par rapport à d'autres secteurs. Et là, ça y est, on a l'impression que c'est enclenché cette fois. Effectivement. Alors, avec nuance, une fois de plus, vous avez en fait ceux qui avaient anticipé, même pas anticipé, qui avaient pris le digital, on en parle depuis 25 ans. Moi, je faisais partie d'une agence à l'époque qui s'appelle Fullfix. Oui, et très bonne agence. Et voilà, et qui, c'était il y a 20 ans. Et Business Interactive qui s'est vendu à Publicis sous le nom de Digitas, c'était il y a pas mal de temps. Donc vous pensez bien qu'un certain nombre de groupes avaient déjà procéder à leur digitalisation. Donc, ce n'est pas la révolution, c'est l'accélération pour la plupart. Oui, mais on disait toujours le luxe, c'est compliqué, parce qu'il y a des histoires de traçabilité, de choses d'authenticité. Oui, mais alors justement, avec toutes les nouvelles technologies, Aurélie, vous avez la possibilité. Mais oui, on y arrive. Donc, on va avoir beaucoup plus de traçabilité. Qui est pour, d'ailleurs, pour le luxe, très important, puisque ça évite la fraude, qui est un vrai sujet dans le domaine du luxe et de la mode. Donc, alors, sur la transformation, moi, j'appelle une accélération digitale. Là encore, vous aviez une partie des acteurs qui avaient tout à fait enclenché, et depuis des longues années,
la stratégie, enfin la transformation digitale. Et là, ils ont continué dans la voie de se transformer. Et comme vous le savez, la transformation digitale, qui est un très large sujet, ça peut être à la fois la gestion des clients, c'est ce qu'on connaît, c'est la vente par le e-commerce, c'est également la relation effectivement par les différents réseaux, mais c'est aussi la gestion, c'est ce qu'on appelle le back-office. La transformation digitale, c'est comment vous opérez, comment vous gérez vos produits, vos stocks, avec quel suivi, etc. Voilà, pour la transformation digitale. Alors, sur l'autre sujet qui, comme vous le disiez, m'intéresse aussi, c'est la seconde main. Parce que là aussi, on a dit, mais la seconde main, pour les mêmes raisons d'ailleurs que pour la transition digitale, ça va être compliqué pour les marques de luxe. Est-ce qu'elles ont intérêt, ne serait-ce qu'en termes d'image? Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est sur ce sujet? Alors, si on fait un parallèle avec le e-commerce, puisque que vous faisiez référence au fait que les marques y sont allées à reculons. Oui, parce que je réponds un peu aussi au fait que les marques ont peut-être réagi plus lentement qu'ils auraient pu le faire. Et ce qui m'amènera à conseiller aux marques d'aller plus rapidement sur le re-commerce. C'est-à-dire que le re-commerce devrait intégrer, aujourd'hui il est principalement fait sur des plateformes. Et des sites tiers, c'est ce que j'allais vous dire. Exactement, Vestiaire Collective, pour le luxe. Je ne parle pas de Vinted qui est très bien, mais qui est un autre domaine. Mais vous avez également The Real et j'en passe. Oui, il y en a plusieurs. Et vous voyez d'ailleurs que la plupart des initiatives, si on parle d'initiatives et d'exemples, Burberry, Chanel reprise, je crois, Louis Vuitton, pour la plupart, sont en partenariat avec ces grands sites qui ont une force de frappe beaucoup plus importante. Mais vous avez aussi des plus petites marques comme Isabelle Marant, comme même Jacques Addy, comme Weston, qui vont faire appel à des plus petits acteurs, start-up, qui vont leur gérer cette partie-là. Moi, ce que je dis aux marques, c'est que il faut évidemment trouver le modèle économique et qu'aujourd'hui, le modèle économique n'a pas été encore craqué, n'a pas été encore solutionné. Et c'est pour ça que les marques y vont d'une façon prudente, tout simplement parce qu'ils ne gagnent pas vraiment d'argent. Ça peut aussi cannibaliser leur vente, ce qui n'est pas un vrai sujet, parce que la seconde main répond à tellement de tendances et envoie des signaux tellement positifs que les marques ont intérêt à embrasser ce nouveau mode à la fois de consommation et de vente. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi rallier ce qui est le luxe, puisqu'on vend des pièces uniques, elles sont uniques en leur genre. Et d'ailleurs, si vous regardez Gucci, ce qu'ils avaient fait avec Gucci Vault, c'était des pièces uniques qu'il fallait chercher. Et c'est ce que recherchent certains acheteurs du luxe, c'est d'aller dans les archives, ou en tout cas dans les stocks anciens, qui ont une histoire, parce que pour certains, ils peuvent avoir été portés par des gens, forcément, voire des personnalités, c'est rare. Mais en tout cas, il y a un vrai marché, une vraie appétence pour ce seconde main. Et donc, le mot d'ordre, pour la plupart des acteurs du luxe et de la mode aussi, surtout, c'est de tester des modèles, d'agir pas simplement sur la seconde main, c'est-à-dire la revente de pièces qui ont été alors pour la plupart soit recyclées, soit revendues, mais il y a aussi d'autres tendances comme le upcycling, où certaines marques prennent des chutes de tissus ou d'autres vêtements et en font des très belles pièces qui se vendent parfois d'ailleurs plus cher que la pièce originale. En tout cas, elles ont amorcé ce virage, comme à peu près tous les secteurs aujourd'hui, d'une conception plus responsable de leur business aujourd'hui. Et on les voit beaucoup, je trouve, communiquer sur aussi tout ce qui est inclusion. Oui. À quels enjeux ça répond, cette communication-là? Alors, je pense que ça répond simplement que les marques de luxe sont soit précurseurs des tendances, soit dans les tendances. Donc, l'inclusivité, alors il y a une petite subtilité. En ce moment, je travaille avec Yann Bucaille, le Café Joyeux. Oui, on est loin du luxe et pas, parce que, si vous voulez, c'est du très bon café. C'est un environnement incroyable. Ils ont développé une identité très bonne, très forte. Leur mission, les mettre sur une autre planète, parce qu'il y a très peu de marques. Même j'ai questionné
ChatGPT sur le sujet, ils m'en ont trouvé quelques-unes, mais pas encore déployées. D'accord. Et quand vous parlez d'inclusivité, d'inclusion, c'est un modèle incroyable qu'on pourrait apporter probablement dans le domaine du luxe. Peut-être que Café Joyeux, demain, ce sera le Hermès du luxe. Alors, dans un certain domaine, peut-être pas que le café d'ailleurs, on ne sait jamais, une marque comme Café Joyeux pourrait irriguer d'autres sur le principe, puisque Café Joyeux dépasse Café Joyeux. C'est offrir à des gens complètement exclus la possibilité de travailler. Donc on dépasse le café. Et de la même façon, je suis sûr que si vous regardez de plus près, la plupart des marques emploient un certain nombre de personnes, soit hors champ, soit hors jeu, etc. Et probablement des marques à mission comme Café Joyeux, j'en fais pas un plat, mais je trouve très inspirant ce modèle, c'est que vous pouvez montrer la voie. Et je rebondis avec le luxe, qui peut montrer aussi la voie sur certaines tendances. Parce qu'à la limite, ils ont plus de moyens et de marge de manœuvre pour montrer la voie sur l'inclusion, sur la responsabilité des groupes, sur toute la chaîne de valeur, et bien d'autres sujets sur cette partie-là. Et alors, une petite subtilité aussi sur l'inclusivité ou l'inclusion, c'est qu'en fonction des cultures, et notamment aux États-Unis, l'inclusion ne veut pas dire la même chose. On est plus sur les minorités. Sur, vous en avez entendu parler, du wokisme, donc plus des genres et enfin voilà, on est plus sur les genres, etc. Donc ce qui est très intéressant parce que toujours cette enseigne va bientôt, prochainement, déployer à travers le monde. Donc ce sera intéressant de voir comment ils s'adaptent, entre guillemets, et comment, et comment vous savez, Louis Vuitton maintenant est une marque culturelle, ce qui est très intéressant. Parce qu'elle véhicule une certaine vision de la vie et surtout une culture du savoir-faire, culture du savoir-vivre probablement, etc. Et donc, c'est toujours très important pour les marques, de luxe ou pas, de s'adapter aux différentes cultures du monde entier. Pour revenir sur le côté responsable et transition écologique, on sait que le luxe, mais la mode en général, est très challengée sur ce sujet. Et en même temps, j'ai pas pu m'empêcher d'apercevoir qu'il y a des choses qui parfois me semblaient un peu contradictoires. J'aimerais bien que vous me disiez qu'est-ce que vous en pensez. Notamment, il y a beaucoup d'incursions de ces marques-là sur des enjeux de métaverse ou de NFT, qui sont, on le sait, des technologies très polluantes sur des objets qu'on n'a même pas physiquement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là une certaine ambivalence de la part des marques de luxe ? Alors, il y a beaucoup d'ambivalence dans beaucoup de choses. On pourra parler même de l'ambivalence des consommateurs du luxe, avec les jeunes, qu'on adore, puisque ce sont en partie nos enfants, pour moi. En attendant, sur les NFT, le métaverse, on n'est pas aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de recul. C'est-à-dire que c'est trop facile d'opposer tout de suite. Alors, je ne vais pas vous dire c'est un coup des médias, mais j'en veux un peu. On a le dollar, vous savez. Parfois, il y a des zooms et ça manque de perspective. Et merci de me donner l'occasion d'en donner un petit peu sur ce sujet-là. Allez-y. Donc, le métaverse, on ne sait pas très bien pour l'instant ce que ça va donner. Moi, je pense qu'il y aura il y aura de nombreuses utilisations très intéressantes à faire du métaverse. Peut-être d'éviter de voyager davantage. On pourra visiter des musées dans des conditions incroyables. Il faut donner le temps au temps. Donc, il y aura des vertus au métaverse. Après, comment les uns et les autres vont utiliser le métaverse pour faire connaître leurs collections, pour faire connaître les artisans qui sont derrière ces collections, pour emmener peut-être les clients qui partent prochainement aux Maldives, visiter leurs chambres, etc. Il y aura de multiples utilisations. J'accompagne en fait aujourd'hui la mairie de Neuilly, avec le maire qui s'appelle Jean-Christophe Fromentin, qui est un homme que j'apprécie évidemment beaucoup pour tout ce qu'il fait pour la ville, mais en dehors de ça, qui a une vraie vision de ce qu'on appelle la physicalité, le physique avec le digital. Et il y a un projet, des Folies de Neuilly, sans faire de pub, qui en ce moment s'offre à des marques, et pas simplement celles du luxe, et qui va offrir des petits espaces, c'est pour ça qu'on les appelle les Folies, dans la lignée des folies architecturales qui nous viennent d'un autre temps, et qui va offrir à ces marques un tout petit espace qui sera autant des espaces d'animation, d'exposition,
de convivialité. Donc je sais d'ailleurs que potentiellement... Mais qui sera dans le métaverse Non, justement, ça sera en fait, si vous connaissez cet axe majeur qui traverse la ville de Neuilly, vous avez Porte-Maillot qui est en pleine réfection et toute cette avenue qui est très empruntée et qui est en train d'être végétalisée. Et vous allez avoir de part et d'autre de cette avenue très passante une vingtaine en fait de folies, d'espaces d'à peu près de 30 à 40 mètres carrés qui sont signés par deux grands architectes, Édouard François et Emmanuel Gautran, et qui vont offrir un espace justement qui probablement à terme feront le bridge entre un petit espace physique et un espace digital, quel qu'il soit. Que ça soit le métaverse, il faudra attendre un petit peu pour que ça soit fluide et agréable, ou de présenter, vous parliez des NFT, je vais revenir sur les NFT, parce que ce n'est pas que des objets totalement inutiles. Aujourd'hui, ils le sont probablement, mais demain, justement, dans le métaverse, quand vous allez acheter une très jolie veste ou un très joli manteau, etc., vous serez très content, comme pour les DVD à l'époque. Vous savez, vous aviez un code pour aller le voir sur Internet. De la même façon, vous aurez, quand vous achetez, vous aurez votre pendant de NFT que vous allez pouvoir utiliser quand vous allez vous balader dans le métaverse. Une petite utilisation. Et de la même façon, pour les NFT, ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas que des NFT et des objets inutiles dans le monde digital, mais c'est également, ça vous donne le droit à des... Alors, pas des privilèges, c'est pas le bon mot, mais à peut-être avoir un accès privilégié à des éditions limitées, à des événements très physiques, etc. Donc, quand vous achetez un NFT, c'est pas simplement effectivement un petit truc pixelisé, mais c'est davantage. Mais tout le monde regarde. On doit se féliciter qu'il y a des groupes qui ont les moyens d'y aller et de regarder s'il y a quelque chose d'intéressant ou pas. Il ne faut pas leur tomber dessus tout de suite. Peut-être, à terme, quand ce sera la foire à l'empoigne et qu'il y aura eu des abus, et il y aura sûrement des abus, comme vous le savez. Mais comme à chaque fois qu'il y a une innovation. Ce qui est un peu normal. Ensuite, voilà, En tout cas, on se focalise beaucoup, nous, sur évidemment nos géants français et champions français, dont on se félicite évidemment de les avoir. Mais qu'est-ce que vous remarquez, vous, qui avez une vision très mondiale de ce secteur, sur les champions de demain? Est-ce que vous voyez des figures qui émergent, des petits challengers ailleurs qu'on n'aurait pas encore bien identifiés chez nous? Ou est-ce que finalement, ils sont indétrônables? Alors, d'abord, ils ne sont pas indétrônables. L'histoire nous l'a montré. Mais c'est vrai qu'on a de la chance, donc on les appelle d'ailleurs, on a nos GAFAM, les calls, tout à fait. Qui représentent d'ailleurs un tiers du marché mondial du luxe. C'est dans le livre. Et en fait, il y aura toujours des challengers, et c'est très bien qu'il y ait des challengers. Vous avez des marques comme Allbird, qui sont simplement sur le recyclage, qui donnent en plus des nouvelles pratiques. Veja. Alors, je sais pas, c'est pas une marque de luxe. C'est pas une marque de luxe. C'est pas une marque de luxe. Parce que je connais bien sa présidente et elle me reprendrait si je lui dis que c'est une marque de luxe. Non, c'est pas une marque de luxe. C'est bien davantage. C'est des produits effectivement de très grande qualité qui ont une vertu sur toute la ligne. C'est-à-dire que je le savais pas d'ailleurs. Le principal enjeu de Veja, c'est pas de vendre des produits, c'est de sourcer les matières pour que on puisse avoir des produits Veja qui, sur toute la ligne, et pas simplement sur le sourcing, mais sur la dimension sociale, donc comment les gens travaillent et sont payés et sont protégés. Et ça, je trouve, même si c'est pas une marque de luxe, ça donne la voix et la tonalité à des pratiques. Donc si, en challenger, quel qu'il soit, parce que c'est des challengers qui peuvent aussi repenser la façon dont on consomme. Ça s'appelle des challengers qui nous donnent, comme Café Joyeux, excusez-moi, nous donnent une mission bien plus forte que celle qu'on peut imaginer. Vous savez, on dit, et en tout cas je le dis dans mon premier ouvrage, que je n'ai pas lu, hein, désolé, moi je me suis contentée de celui-là. Je l'ai pourvu, je voulais amener Aurélie, il en restait un. Dans le premier ouvrage, je faisais la part belle aux économies, aux systèmes, excusez-moi, aux écosystèmes de marques. Et dans l'écosystème des marques, quelque chose qui est très important, c'était quoi d'ailleurs ?
J'ai perdu mon fil. C'est ma faute, c'est moi qui Ouais. vous ai coupé. Non, du tout. Oui, dans les pratiques des challengers, ça vous donne, si vous voulez, de nouveaux standards également. C'est-à-dire que la barre par les challengers, pour revenir sur votre question, pousse les pratiques. Et donc, j'avais dû en parler dans mon premier ouvrage, mais je vais le relire avec vous. Parfait. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ce mot de la fin, Yves Anania. Je rappelle que vous êtes le fondateur du cabinet de conseil Lighthouse et auteur donc du Luxe Contre-Attaque. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Maintenant, on va parler innovation en compagnie d'Alexandre Parpalex. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de 1000 vues, c'est une start-up fondée en 2018 qui développe des solutions d'amélioration adaptées à la pratique radiologique basées sur des algorithmes issus de l'intelligence artificielle. Vous venez de rejoindre le programme Health20 de la French Tech, on va y revenir, mais d'abord, votre entreprise 1000 vues, au regard de ce que je viens de dire, si j'ai bien compris, vous développez en fait une IA qui lit les radios. C'est ça. C'est ça. Qui prélit les radios, on va dire ça comme ça. Alors, moi, je suis radiologue de formation. D'accord. J'ai un parcours de scientifique et j'ai rencontré, dans le courant des années 2016-2017, des ingénieurs polytechniciens qui qui sont experts en intelligence artificielle. D'accord. Et plus précisément dans une partie de l'intelligence artificielle qui s'attache à analyser les images. Et donc, on s'est lancé dans cette idée de se dire comment ces nouvelles technologies peuvent aider les médecins au quotidien et aussi les radiologues dans l'analyse de ces images, dans la priorisation des lectures d'examen pour aller plus vite et être plus pertinent sur le diagnostic. Et quel degré de fiabilité aujourd'hui vous avez développé par rapport à un œil humain? L'IA, elle est meilleure? Elle est moins bonne? À quelle proportion ça se joue? Ça dépend des pathologies dont on parle. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de littératures scientifiques et on a sorti récemment 2 articles dans la presse scientifique internationale qui démontrent que nos solutions font au moins aussi bien que certains médecins. Et en fait, ce qui est même plus intéressant, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour confronter si l'intelligence artificielle fait mieux ou fait moins bien que le médecin. Elles sont hyper complémentaires. On se rend compte dans ces études que les erreurs qui sont faites par les médecins et les erreurs qui sont faites par l'intelligence artificielle ne sont pas les mêmes. Et donc, en fait, en mettant l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle ensemble, quand ils travaillent ensemble, eh bien, on réduit les erreurs parce qu'on permet d'éviter des erreurs sur certains cas qui sont faits par l'humain. Alors, vous avez dit, votre IA, elle prélit, c'est ça. C'est-à-dire que, là encore, si j'analyse bien, ce qui veut dire qu'il y a toujours un œil humain qui va, de toute façon, aller derrière en deuxième lecture. Exactement. Ça, c'est aujourd'hui hyper important. C'est la base. Il n'y a pas d'IA autonome, en tout cas pas sur le marché. Et en fait, l'IA est très forte. Nous, ce qu'on fait sur l'image, en tout cas, elle est très forte pour répondre à une question précise. Mais un radiologue, quand il a une radiographie, un scanner, une IRM à interpréter, il y a une question précise et puis il y a tout le reste qu'il faut regarder. Et il faut avoir une connaissance très générale et très large de la médecine et de la radiologie. Et donc, certes, l'intelligence artificielle, pour reprendre ce qu'on fait nous, va dire il y a un nodule pulmonaire sur cette radiographie, mais peut-être que l'intelligence artificielle ne va pas voir la petite masse calcifiée qui est peut-être un ganglion au niveau de l'aisselle, qui est un signe indicateur d'une autre pathologie, parce qu'on ne l'a pas entraîné pour ça. Et c'est là qu'il faut toujours un médecin pour déjà valider le diagnostic, parce que l'IA, c'est pas 100%, ça fait des erreurs, mais surtout pour regarder tout le reste. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire à l'IA, juste analyse-moi ça, il faut, dans sa globalité, il faut lui poser une question précise, c'est ça? Alors, nous, on donne l'image à la machine, qui va analyser, reconnaître de quelle image il s'agit, et puis ensuite chercher un certain nombre de pathologies. Je vois à l'écran là une radiographie de la main, donc on va traiter de l'os, et donc on va chercher des lésions osseuses, donc des fractures, des luxations, des lésions osseuses qui peuvent être d'un autre ordre, et c'est ça qu'on va rechercher sur cet examen. Après, tous ces éléments-là vont sortir pour le médecin comme un
un tableau de bord en fait de ce qui a été trouvé sur l'image pour être sûr que les anomalies ont bien été vues par le médecin. Et le médecin, avec sa connaissance médicale, va ensuite poser le diagnostic. Est-ce que ça fait gagner du temps, ce premier travail? J'imagine que c'est quand même le but, c'est de faire gagner du temps. C'est ça. Ça fait gagner du temps. Nous, on fait des mesures chez nos clients qui estiment qu'avec de la priorisation d'examen et du temps d'aide au diagnostic, on gagne à peu près 30% de temps sur l'interprétation d'une radiographie. Voilà. Il y a d'autres technologies, par exemple, on automatise un certain nombre de tâches, on automatise des mesures en radiographie, et là on peut gagner jusqu'à plusieurs minutes par examen, parce que ce sont des mesures qui sont très longues et qui sont faites quasiment instantanément par l'intelligence artificielle. Comment on entraîne une IA de ce genre? C'est-à-dire vous lui donnez comme ça des radios à ingurgiter pour qu'elle s'entraîne à reconnaître? C'est ça l'idée en fait? C'est exactement ça. C'est comme un petit enfant qu'on éduque. Ouais. Donc voilà, on lui donne un corpus de radiographie, bien évidemment sur lesquels on a fait valider par des experts les anomalies qui étaient présentes. Et puis on lui montre, on lui dit voilà, ici il y a telle anomalie. Et à la fin, on lui demande de se tester, de se tester sur un nouveau jeu de radiographie. D'accord. Et à ce moment-là, on lui remontre ses erreurs. Et on lui dit il faut réapprendre pour être un petit peu meilleur. Voilà. Et puis, c'est vraiment des allers-retours en fait, entre les ingénieurs et les médecins pour affiner la performance et la pertinence de l'outil. Je disais en début d'interview, vous avez été sélectionné dans le programme qui s'appelle Health 20 de la French Tech. Donc l'idée, c'est de faire émerger les champions français des medtech. Qu'est-ce que ça va vous apporter, ce programme, concrètement ? Alors déjà, on est très fiers de participer à ce programme. C'est la première promotion de la mission French Tech, Health 20. Et c'est vraiment porté par l'agence Innovation Santé. L'objectif, c'est de déployer à grande échelle des solutions hyper innovantes et qui sont stratégiques pour la souveraineté française. En termes de technologie, évidemment, on parle d'intelligence artificielle, mais aussi en termes de santé. Et alors, ça, c'est l'enjeu commun, on va dire. Et pour nous, ce que ça va nous apporter, évidemment, de la visibilité. C'est aussi une reconnaissance. Ça fait toujours plaisir quand, et par nos pairs, nos clients, les radiologues, et par les institutions et au niveau de l'État, on est soutenu. Donc la visibilité et la reconnaissance. Et puis nos enjeux aujourd'hui, on est une société commerciale, on a un peu plus de 130 clients en France et en Europe, et on a des gros enjeux pour s'étendre à l'international. Et donc évidemment, par l'ensemble des canaux du ministère et de la mission French Tech, il y a des relais et des appuis pour prendre les bonnes décisions, rencontrer les bons acteurs et rayonner aussi à l'international, en plus de continuer à pouvoir développer des solutions qu'on va mettre en application concrètement en France. Puisque vous parlez de développement à l'international, vous avez des concurrents, il y a d'autres entreprises comme la vôtre qui travaillent sur l'analyse des radios par IA ? Alors oui, il y a beaucoup de sociétés, des toutes jeunes startups, comme des un peu moins jeunes startups, et puis des très grosses sociétés qui s'intéressent à l'intelligence artificielle en santé, et quand on fait un zoom encore plus proche, en radiologie et en radiographie. Donc il y en a un certain nombre en France, il y en a un certain nombre en Europe, il y en a aussi outre-Atlantique. Et donc il y a un vrai enjeu de performance, de visibilité et d'implantation sur le marché. Donc voilà, la maturité de notre solution, ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille sur ces questions-là, qu'on a fondé la société. Donc on a une bonne expérience de à la fois ce qu'attendent les médecins, ce qu'attendent les radiologues, et puis de comment on va mettre ces innovations en pratique dans la vie courante. Donc on est assez bien placé pour accélérer à l'international. Comment ils vous accueillent justement, les radiologues ? Ils se disent pas « Oh là là, ça y est, je caricature évidemment, une IA qui va piquer mon boulot ». Alors c'est pas forcément une caricature, c'est un vrai sujet, c'est une vraie question. J'ai le sentiment, mais peut-être que je suis un peu biaisé parce que je travaille dans ce domaine-là depuis maintenant longtemps, que c'est une question qui est un petit peu dépassée. En tout cas,
en France et dans beaucoup de pays, les sociétés savantes, donc la Société française de radiologie notamment, le Collège des enseignants de radiologie, se sont beaucoup impliqués dans ces questions-là. Parce qu'il y a 2 enjeux. Il y a effectivement comment quelle va être la transformation du métier de radiologue. Et puis surtout, comment on continue à attirer les jeunes médecins pour faire de la radiologie. Parce qu'on aura toujours besoin de radiologues. Comme j'ai expliqué tout à l'heure au début, ce sont des solutions qui sont parfaitement complémentaires du radiologue. Donc il ne faut pas faire peur aux nouvelles générations en leur disant la radiologie va disparaître. Ce qui avait été prédit il y a quelques années ne s'est pas réalisé. Et puis, vous n'avez pas manqué de noter la révolution autour de l'IA générative, de GPT. Et donc, ou de son équivalent en image, d'ailleurs. Ou de son équivalent en image. Et donc, effectivement, là, il y a probablement une deuxième phase pour continuer à convaincre de l'intérêt d'avoir de la connaissance médicale, d'être médecin, et de pouvoir agréger des données. Certes, ces données seront peut-être mises à disposition de façon beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, beaucoup plus pertinente et consistante. Mais derrière, le médecin, il aura toujours son savoir-faire. Et c'est vraiment de cette combinaison que le bon diagnostic et la sécurité du patient va tenir. Merci beaucoup Alexandre Parpalek. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de 1000 vues. On termine cette émission avec un sujet d'actualité, puisqu'on va parler de l'influence et de la régulation des influenceurs. Il y a un projet de loi qui arrive mardi à l'Assemblée, et pour en parler, j'ai convié Pascale Azria. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de l'agence Kingcom, membre de la commission influence responsable de l'ARPP, l'autorité qui régule la publicité en France. Alors je vous disais, on va parler de ce projet de loi, mais avant d'aller dans le détail, moi Pascale, j'aimerais que vous me disiez, parce qu'on parle toujours de l'influence, mais quels sont les chiffres aujourd'hui? Qu'est-ce que ça représente, ce marché en France? Alors, d'abord peut-être quelques mots. L'influence, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est? C'est toute personne, de personnalité physique ou morale, qui ont une communauté sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, Instagram, Facebook, TikTok, il y en a un certain nombre, et qui, du coup, est suivi par cette communauté et, du coup, a un pouvoir de recommandation vis-à-vis de cette communauté, puisque il est suivi sur un certain nombre de thématiques ou de sujets qui lui sont propres. Aujourd'hui, on estime à 150 000 influenceurs en France. On n'a pas de chiffre exact en termes de marché, mais à l'intérieur de ça, il y a une grande diversité. Il y a des influenceurs qui vivent de leur métier d'influence commerciale. Et de l'autre côté, il y a des influenceurs qui sont plutôt des micros ou des nano-influenceurs qui font ça plus par plaisir ou parce qu'il y a des thématiques sur lesquelles ils sont experts et qu'ils ont envie de partager cette expertise ou ces savoirs avec un certain nombre de Français et de communautés qui les suivent. Et donc, il y a une très grande diversité à l'intérieur de ça. Et c'est ce qui, du coup, entraîne un sujet notamment d'encadrement. Oui, parce qu'aujourd'hui, les collaborations ou partenariats rémunérés sont encadrés de quelle façon, Pascal? Alors, elles ne sont pas spécifiques en fait au marketing d'influence, mais l'encadrement est évidemment lié à des lois existantes comme le Code de la consommation. Il y a un enjeu évidemment de ne pas tromper les Français, les consommateurs. Et donc ça, c'est assez clairement encadré. Il y a à l'intérieur de ça, du coup, des recommandations qui ont été faites avec des autorités de régulation comme l'ARPP, qui du coup expliquent comment ces lois qui existent, il y a des lois à la fois françaises et d'ailleurs européennes qui existent, et comment est-ce qu'on peut les appliquer plus spécifiquement au marché de l'influence, avec notamment le fait de, pour un Français qui suit un influenceur, de savoir que le contenu de cet influenceur, il a été rémunéré et qu'il ne le fait pas parce qu'il a effectivement juste testé ou goûté ou parce que c'est un avis spontané et qu'il avait envie d'en parler, mais qu'il est rémunéré pour ce faire. Ça, c'est un des premiers éléments qui est absolument nécessaire et qui est cet enjeu de mention immédiate et explicite de la collaboration commerciale sur les contenus des influenceurs.
Et puis, il y a évidemment aujourd'hui d'autres types d'encadrement et de règles qui sont liées à des secteurs. Il y a aujourd'hui un certain nombre de secteurs qui sont contraints. On pense évidemment à l'alcool, au tabac, les produits financiers. Il y a des autorités qui sont là justement pour réglementer ces marchés, l'AMF par exemple. Et évidemment que du coup, tous ces influenceurs et ces contenus commerciaux, donc rémunérés, sont également soumis au même cadre de loi. Mais alors, vous qui siégez à la RPP, il y a un label, je crois, qui a été mis en place. On en a parlé même sur ce plateau. Ça ne suffit pas aujourd'hui d'avoir un label influenceur responsable. Tout n'est pas respecté et l'adhésion n'est pas assez forte. Il faut aller vraiment à la step d'après. Alors, moi, je suis au syndicat du conseil en relations publiques, donc, qui représente les agences conseils des marques et des annonceurs. Et c'est vrai qu'on travaille très en proximité avec la RPP. Ces règles, à la fois sont existantes, mais ne sont pas toutes connues. D'accord. Et effectivement, c'est ça l'enjeu, notamment du certificat d'influence responsable. Moi, je suis notamment dans la commission influence responsable de la RPP. Et ce certificat, il a vocation à accompagner les agents et les influenceurs pour justement connaître ces règles, mieux connaître ces règles, savoir comment les appliquer. Parce que, en tout cas, moi, ma conviction, c'est que, bien sûr que, j'allais dire, en bout de chaîne peut-être, et en tout cas sur les créateurs de contenu, ils ont un enjeu d'appliquer ces règles, mais ce n'est pas les seuls. C'est une chaîne de valeur, l'influence, dans laquelle il y a plusieurs intervenants. Et ma conviction, c'est que l'ensemble des intervenants doit évidemment prendre ses responsabilités et accompagner ces différents acteurs. Évidemment, les influenceurs d'un côté qui doivent au final connaître et appliquer ces règles, mais aussi quand on a une contractualisation, nous en tant qu'agence conseil et ou représentants des marques et ou les marques, faire de la pédagogie pour des influenceurs qui peut-être ne seraient pas au courant à travers d'abord que les agences et les annonceurs soient elles aussi extrêmement au courant et respectent évidemment ces cadres et ces réglementations, mais puissent aussi faire de la pédagogie pour ceux qui ne le sauraient pas. Alors, moi, je me suis arrêtée beaucoup sur le titre du projet de loi, parce que c'est toujours intéressant, la formulation. Proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. C'est si important que ça, aujourd'hui, les dérives, ou c'est qu'on est en train de se dire que ça prend de l'ampleur et qu'il faut vite y mettre un terme? Alors, les rapporteurs de la proposition de loi ont notamment écouté un certain nombre d'associations de victimes. Et pour le coup, ça peut aller loin. Et je pense que sur le marché aujourd'hui, il y a peut-être 3 groupes d'acteurs. Ceux qui font correctement les choses, ceux qui le font mal par malveillance et ceux qui le font mal par méconnaissance. Et donc, l'enjeu, c'est évidemment de continuer à valoriser ceux qui font correctement les choses. C'est d'accompagner, de faire de la pédagogie sur ceux qui ne savent pas. Et évidemment, c'est de sanctionner ceux qui le font par malveillance. Et du coup, les conséquences, j'allais dire, quand on écoute ces associations de victimes, elles peuvent aller très loin. Quand on parle de produits financiers, de jeux, il y a des questions d'argent. Il y a des familles qui disent, en tout cas, avoir perdu beaucoup d'argent, ou il y a un enjeu sur les enfants, des enfants qui, du coup, peuvent être exposés à des sujets de jeu, notamment, qui entraînent parfois de l'addiction. Et de l'autre côté, il peut y avoir des sujets sur la tromperie. J'ai essayé tel produit de beauté qui m'a rajeuni. J'ai essayé tel... Alors, on va revenir peut-être sur la chirurgie esthétique. Oui, on va revenir. C'est un sujet, visiblement, ça m'avait échappé, mais oui. Mais voilà, qui derrière peuvent avoir des conséquences dramatiques pour des Français. En tout cas, ce qui est clair, c'est que Bruno Le Maire a commencé son propos ce matin en disant que c'était vraiment un projet de loi pour soutenir les influenceurs, pour pas les stigmatiser, pour les défendre. Mais c'est vrai que c'est une première en Europe. Donc il y a aussi, quand on est pionnier, c'est toujours un peu compliqué parfois de faire passer ce message. Il va falloir faire beaucoup de pédagogie pour convaincre en fait tout l'ensemble de cet écosystème. Oui, et c'est l'enjeu d'ailleurs du guide pratique qu'a présenté d'ailleurs Bruno Le Maire ce matin, qui est que justement, plus on arrivera à faire savoir d'un côté, et de l'autre côté, plus il y aura des moyens mis en place pour
sanctionner quand il y a dérive, évidemment, c'est les deux moyens qui vont permettre de faire évoluer le marché positivement. Après, là, évidemment, où je rejoins Bruno Le Maire, c'est que il y a eu beaucoup de communication et de stigmatisation sur ce qu'on a appelé les influx voleurs et donc tous ceux qui font mal. Alors évidemment, il n'y a pas de chiffre officiel, mais sincèrement, c'est une minorité des influenceurs. C'est une minorité des collaborations entre les marques, les organisations et les influenceurs. Maintenant, ça existe. Et évidemment que l'enjeu du gouvernement et des députés, c'est de faire en sorte que ça existe de moins en moins, voire que ça n'existe plus, parce que les conséquences sont importantes. Alors, dans le projet de loi, il y a beaucoup de choses. Il y a notamment le fait de systématiser le recours à un contrat écrit entre les différentes parties pour que les choses soient claires et lisibles. Il y a aussi des dispositions un peu spécifiques, notamment, vous parliez des produits financiers pour encadrer les cryptos. Alors, à ce stade, le projet de loi prévoit que la possibilité de publicité soit limitée aux entreprises qui ont un agrément PSAN. Or, il n'y a aucune entreprise en France aujourd'hui qui a cet agrément PSAN de la part de l'AMF. Les discussions vont se poursuivre sur ce sujet. Ce n'est pas encore complètement arrêté. Ça va être débattu à l'Assemblée d'abord. Absolument. Donc, effectivement, il peut y avoir encore des évolutions d'ici les textes qui seront présentés à l'Assemblée. Il y a encore jusqu'à ce soir pour faire des propositions d'amendement sur le sujet. Puis, effectivement, des évolutions jusqu'à la présentation à l'Assemblée nationale mardi. Et puis après, il va y avoir aussi un enjeu de mise en application, des décrets d'application qui vont expliquer comment tout ça... d'abord, il faut que ça passe au Sénat et que ce soit voté au Sénat. Et puis ensuite, il y aura un enjeu de décret d'application, comment tout ça peut être applicable. Si je prends un exemple, peut-être, notamment sur cet enjeu, dans évidemment cet objectif de ne pas tromper les Français, il y a un enjeu de mettre des mentions. Alors, on parlait tout à l'heure de la mention de collaboration commerciale. Partenariat sponsorisé, exactement. Comme ça. Il y a d'autres mentions qui sont en cours de discussion, sur les filtres, par exemple. Ah oui, si on applique un filtre et que le produit est retouché, c'est ça. Alors, notamment, on disait, par exemple, si je fais la promotion d'un produit qui est censé faire maigrir et que je fais un filtre pour dire, regardez, j'ai maigri, alors qu'en fait, c'est le filtre qui le fait maigrir, il y a tromperie. Je retouche la couleur du ciel parce qu'il faisait mauvais quand j'ai fait ma photo. Oui, c'est pas la même chose, on est bien d'accord. Et c'est toute la limite. Et c'est là où il va falloir, évidemment, essayer d'avancer, de discuter pour justement ne pas, ce que disait Bruno Le Maire, ne pas stigmatiser, ne pas freiner un marché qui est en fort développement, mais tout en l'encadrant pour permettre d'éviter ce type de tromperie. Un secteur interdit quand même, on a mentionné vite fait toutes les deux tout à l'heure, c'est la chirurgie esthétique. Oui. Comment Visiblement, il y a eu unanimité sur le sujet. Apparemment. Je ne sais pas exactement comment c'est arrivé. Mais effectivement, c'est un sujet qui visiblement a interpellé, en tout cas. Effectivement. Je pense aussi que c'est peut-être lié aussi aux échanges avec les associations de victimes. Il y a peut-être eu effectivement des conséquences importantes liées sur ces sujets. En tout cas, Bruno Le Maire a dit on ne va plus rien laisser passer. Vous le disiez, tout va être dans l'application des règles. Alors, j'ai bien compris qu'il allait avoir une brigade de l'influence commerciale avec 15 agents à la DGCCRF, que les peines allaient augmenter. On sera jusqu'à 2 ans de prison, 300 000 € d'amende et interdiction potentielle d'exercer. Mais bon, qui va screener tous les contenus ? Parce que voilà, 150 000 influenceurs, j'imagine bien que ni la RPP d'un côté, ni les 15 agents de la DGCCRF vont pouvoir screener tous les contenus sur toutes les plateformes. C'est une bonne question. Après, il y a aussi une mise en place. D'abord, les plateformes ont un rôle à jouer, notamment sur des contenus qui seraient susceptibles d'être hors cadre de la loi. Et puis après, n'importe quel Français, consommateur, voire même marque influenceur, aura la possibilité d'interpeller justement les autorités sur un contenu qui lui semblerait suspect et ne pas convenir au cadre. Donc, j'allais dire, il va y avoir différents leviers pour pouvoir le faire. Encore une fois, tout ce qui est champ d'application n'est pas encore décidé. Et je le disais tout à l'heure, il y a aussi ce sujet de ne pas freiner. Ne pas freiner, c'est aussi se dire que si je mets 10 mentions, parce que je veux mettre toutes les mentions possibles et imaginables pour, j'allais dire, alerter les Français sur tel contenu,
à un moment donné, il n'y aura plus de contenu s'il y a trop de mentions parce qu'on ne verra pas le contenu. Donc, il faut trouver la meilleure manière. Effectivement, une des manières aujourd'hui, par exemple, sur Instagram, Meta donne la possibilité, via un bouton, donc, de dire que la collaboration est rémunérée. On pourrait imaginer demain que sur les filtres ou sur d'autres types de sujets, ça puisse être des boutons mis en place par les plateformes et que du coup, il y ait quand même des mentions sur les contenus, mais qui ne prennent pas. On parle de 1 cm sur 50 cm à peu près sur un écran de téléphone pour un contenu story ou pour un contenu TikTok. Donc il faut aussi, et ce sera l'enjeu des discussions qui vont arriver, quelle mise en application qui permette à la fois de respecter le cadre, mais de s'adapter évidemment au format. Moi, je me posais la question, est-ce que finalement, tous ces débats sur la réglementation, c'est pas le signe que l'influence entre dans une espèce d'âge de maturité où finalement ça devient un moyen de publicité comme les autres qui, à ce titre, doit être régulé comme l'est la télévision aujourd'hui, par exemple? Alors, oui et non. Allez-y. Je vais commencer par le non. Aujourd'hui, en tout cas, le sens des propositions de loi vont vers l'influence est un canal de publicité comme un autre. Quand même, un influenceur aujourd'hui a la latitude d'adapter un contenu ou en tout cas une demande d'une marque ou d'une organisation avec sa ligne éditoriale. Parce que si c'est pour coller un contenu publicitaire sur le oui, on n'est pas sur du spot classique, bien sûr. Et la communauté ne va pas réagir, ne va pas comprendre pourquoi c'est là. Et tout l'enjeu, malgré tout, et c'est pour moi ça une différence importante, c'est que l'influenceur, d'abord, qu'il soit effectivement en phase avec le sujet et le produit, qu'il corresponde à ses lignes édito et que créativement, ça fait sens avec qui il est, ce qu'il fait, ses opinions, ses engagements, parce qu'il engage quand même sa personnalité, ses convictions quand il va soutenir ou faire la promotion d'une marque. Donc, c'est en ce sens où je dirais c'est pas exactement de la publicité classique et malheureusement, pour l'instant, cette différence-là n'a pas été prise en compte dans le cadre, en tout cas, des propositions de loi, puisque là, pour l'instant, tout est considéré comme... Enfin, en tout cas, ça va vers, et on verra ce que ça donnera effectivement la semaine prochaine. Maintenant, oui, à partir du moment où il y a une collaboration rémunérée, bien sûr qu'il faut qu'il y ait un certain nombre d'attention qui soit portée aux communautés qui suivent ces influenceurs et que la différence soit faite avec du contenu spontané ou... le fait d'avoir découvert un produit ou une marque et qu'il ait envie d'en parler pour en dire du bien ou du mal, ou pour être neutre, ou qu'il n'ait pas envie d'en parler. Et là où il est rémunéré pour un contenu qu'il s'engage à faire. Et après, avec différents niveaux sur est-ce qu'il est très encadré publicitairement ou pas. Mais les règles doivent s'appliquer à ce moment-là. Merci beaucoup pour cet éclairage, Pascale Azria. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de l'agence Kingcom. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bien évidemment, on ne se retrouve pas vendredi prochain puisque nous serons en pleine cérémonie des héros. La cérémonie des héros qui revient pour sa 2e édition avec Stéphane Soumier. On sera au rendez-vous pour récompenser les chefs d'entreprise des ETI de l'année en collaboration avec Entreprises du futur. Donc lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier. Et puis vendredi, donc la cérémonie des héros. Passez un très bon week-end sur Bismart.